Il y a plusieurs personnes qui nous contactent pour des informations en ce qui concerne la vaccination, même si ce n'est pas un dossier que nous maîtrisons parfaitement. Il faut comprendre que la vaccination n'est pas obligatoire encore pour les enfants en tant que telle. Toutefois, la question porte souvent sur le fait que lorsqu'il y a un conflit parental, c'est-à-dire que si un des deux parents est pour la vaccination et que l'autre parent est contre la vaccination, ou qu'il s'agit de parents dont l'enfant est placé en famille d'accueil, par exemple, écoutez, à ce sujet, il est évident et il est certain que ceux qui sont contre la vaccination vont perdre. Donc, on va favoriser les parents qui sont en faveur de la vaccination. Il y a déjà eu d'ailleurs des jugements du tribunal à cet effet. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. On va juger que le parent en faveur de la vaccination, on va lui donner raison tout simplement. Maintenant, à l'approche du temps des fêtes, bien entendu, c'est une époque de l'année qui est chargée émotivement en ce qui concerne les enfants et la famille. Et dans les cas où il existe des conflits parentaux, malheureusement, il y a beaucoup de parents visiteurs qui éprouvent d'énormes difficultés à pouvoir rencontrer leurs enfants pendant cette période. Donc, pour la période de Noël, nous faisons appel à la résilience de la part des parents gardiens qui possèdent la garde des enfants pour, s'il vous plaît, autoriser vos enfants à voir l'autre parent dans son intérêt. Une autre question sur laquelle je vais passer brièvement, c'est la question des dons. Écoutez, les Papas en Action n'ont jamais demandé un sou à qui que ce soit. Nous n'avons jamais demandé à personne de faire des dons. Toutefois, on reçoit des dons de temps à autre et j'aimerais dire que ces dons-là vont être utilisés à bon escient pour défendre la famille biologique, notamment, je pense que là, et avec les derniers dons qu'on a reçus, on va se payer un usage Internet élargi de manière à pouvoir transmettre des courriels et informer les parents, des courriels informatifs pour donner une meilleure information à la famille avant que la commission parlementaire ne débute dans ce projet de loi numéro 15. Par ailleurs, une autre information que j'aimerais vous transmettre, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer une nouvelle chose. Nous allons faire la tentative avec une ex-intervenante de la DPJ à qui vous pourrez parler. Bien entendu, on va garder la confidentialité sur cette personne qui sera disponible pour prêter conseil puisque c'est une personne qui possède beaucoup d'années d'expérience pour le DPJ, donc pour prêter conseil, aiguiller les parents en difficulté. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à regarder de ce côté-là. Et il y a aussi d'autres ex-intervenantes de la DPJ que nous allons tenter de contacter également pour, dans le même but, c'est-à-dire de conseiller les parents le mieux possible dans les difficultés qu'ils éprouvent avec le système de protection de la jeunesse. Maintenant, un petit mot sur l'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adoption de principe pour le projet de loi numéro 15 de M. Lionel Carman et théoriquement, le projet devrait être remis. Éventuellement, il n'y aura pas de commission parlementaire, selon nous, avant le mois de février, probablement. C'est possible que la chose arrive avant, mais on va continuer à surveiller. Donc ça nous donne un certain temps pour mieux préparer notre dossier, mieux déposer nos amendements plus appropriés, mieux ciselés pour les déposer à l'Assemblée nationale et éventuellement
nous comptons sur vous pour recevoir plus d'appui dans ce projet d'amender ou, si vous voulez, de demander des changements législatifs à l'Assemblée nationale. Nous avons également appuyé appuyé la motion de scission du projet de loi 2, c'est-à-dire de couper le projet de loi 2 en deux projets distincts, c'est-à-dire un premier projet qui s'occuperait des droits qui sont lésés pour les non-binaires et d'un autre côté qu'on s'occupe du dossier du droit de la famille à part de cette situation-là et nous sommes tout à fait en accord pour couper ce projet de loi 2 en deux. Maintenant, l'objectif de cette dernière rencontre de 2021, c'est-à-dire ce dernier direct pour ce soir, on va revenir en 2022, mais pour ce soir, l'objectif, c'est de brosser un tableau le plus simple possible de ce que l'on compte demander à l'Assemblée nationale et également, après avoir fait ce tableau-là, je compte vous lire quelques extraits d'une lettre d'un jeune homme qui est adressée à M. François Legault et M. Justin Trudeau en ce qui concerne la protection de la jeunesse au Québec. Alors, je vais commencer par qu'est-ce qu'on demande? Donc, brièvement, le plus simple possible. Premièrement, la première chose que nous demandons la restauration complète du principe de la primauté parentale et que l'intervention de la DPJ suive un ordre de priorité. C'est-à-dire que, premièrement, qu'on maintienne l'enfant dans son milieu naturel, dans sa famille biologique, et en deuxième lieu, qu'on favorise le principe de l'égalité des pères et mères, notamment dans les cas de conflit de séparation. Au troisième niveau, que l'on favorise la primauté de la famille de proximité, c'est-à-dire qu'on pense, lorsque ce n'est pas possible de laisser l'enfant dans sa famille, qu'on pense à ses grands-parents et à ses oncles, qu'on leur donne la priorité aux membres de la famille de priorité. En quatrième lieu, on rajoute la primauté culturelle, c'est-à-dire que tous les enfants de toutes les cultures, de toutes les communautés qui vivent au Québec, qui ont immigré au Québec, qu'on puisse loger l'enfant dans leur communauté. Et vous verrez que le cas que je vais vous parler dans la lettre qui est adressée à François Legault et à Justin Trudeau traite exactement de cette situation-là. Au dernier niveau de priorité, ce sera le devoir de sécurité assuré par les services de l'État, c'est-à-dire le placement en famille d'accueil ou l'adoption de l'enfant. Deuxième grand dossier, nous demandons d'arrêter d'imposer des conditions aux peuples autochtones. Donc, nous demandons l'autodétermination de plein droit des Premières Nations en matière de protection de l'enfant autochtone. Si une nation autochtone préfère continuer avec la DPJ au lieu de gérer sa propre protection de l'enfance, nous considérons qu'avec les changements proposés avec les niveaux de priorité que je viens de vous dire, on ne voit pas pour quel motif les enfants autochtones devraient avoir un dossier spécial et qu'ils devraient être traités autrement, parce que si la DPJ respecte le niveau de priorité, la DPJ va respecter également les besoins des familles autochtones. Et dans cet objectif, il n'y a pas lieu d'inscrire un chapitre complet pour essayer de faire des choses que je ne dirais pas, mais pour les Autochtones, donc de les courtiser. Nous demandons au gouvernement de François Legault d'abandonner immédiatement l'action judiciaire contre le projet fédéral C-92 qui confie la responsabilité de la protection de l'enfant aux Premières Nations. Ça fait 2 ans que ce projet de loi-là est devenu une loi, mais qu'il est contesté par François Legault pour une question de pouvoir provincial. Donc, il dit que le fédéral s'ingère dans les pouvoirs provinciaux. Mais on demande d'arrêter tout ça.
de toute façon, on va en arriver là un jour ou l'autre et il y a quasiment de la mauvaise foi dans ce dossier-là. Troisième grand dossier majeur, nous demandons la création de 2 organismes indépendants qui seront, selon nous, beaucoup plus efficaces que la DPJ pour sauver les enfants en danger et pour donner des services de qualité aux enfants et aux familles qui en ont besoin. Première chose, dans ce troisième grand dossier, la DPJ ne sera plus en charge de l'analyse des signalements. Premièrement, cette tâche sera confiée à l'Unité d'intervention jeunesse, l'UIJ, de la Sûreté du Québec, qui recevra les signalements dans un seul centre provincial et tout le monde pourra appeler au numéro 119 comme le 911 inversé, si vous voulez. Ce numéro-là est déjà utilisé en France. Donc, le centre d'appel de l'UIJ, l'Unité d'intervention jeunesse, a la mission d'évaluer la dangerosité et de commander une intervention policière d'urgence pour qu'un policier de la Sûreté du Québec, le plus proche, puisse agir en quelques minutes. Si on constate que l'enfant n'est pas en danger immédiat, le signalement est alors transféré à un second organisme spécialisé. Donc, on demande 2 organismes indépendants de la DPJ. Donc là, si, après l'intervention policière, on constate que l'enfant n'est pas en danger, on transfère le tout au second organisme. Donc, nous demandons la création d'un comité régional multidisciplinaire que nous avons appelé l'Unité régionale spécialisée de triage multisectoriel, l'URSTM. Et ça, c'est pas une idée qui est nouvelle. C'est une idée qui était déjà là dans le projet de loi de 1974. Peut-être pas avec l'idée multidisciplinaire, mais le comité régional qui s'occupait des signalements était déjà prévu dans les premières moutures de la loi sur la protection de la jeunesse dans les années 70. Donc l'URSTM, ce second organisme, sera composé d'au moins un médecin, un psychologue spécialisé en enfance et en adolescence, un policier spécialisé de l'UIJ, un avocat formé en éthique, un travailleur social et un recherchiste spécialisé. Maintenant, l'URSTM se déplacera et utilisera les locaux des CLSC, notamment pour mieux desservir les grandes régions du Québec. Le mandat central de l'URSTM est de faire une évaluation de la situation de l'enfant avec une équipe de plusieurs professionnels de plusieurs disciplines pour déterminer les services de première ligne ou les services institutionnels nécessaires à l'enfant et à sa famille. Donc, une équipe de professionnels pour conseiller et aider l'enfant et sa famille. Maintenant, attendu leur indépendance judiciaire complète, les membres de l'URSTM peuvent témoigner devant un tribunal à titre d'expert indépendant à la demande d'une partie ou du jury ou du tribunal. Et ils pourront porter conseil au juge, au tribunal, à sa demande. Les interventions directes de la DPJ seront dorénavant soumises à une autorisation de l'URSTM. Mais en tout temps, l'URSTM, l'équipe multidisciplinaire, peut transmettre le dossier à la DPJ. Les mesures immédiates, qu'on appelait avant les mesures d'urgence, les mesures de 48 heures, sont interdites sans l'accord de l'URSTM pour éviter les détentions arbitraires inutiles. Ainsi, l'intervenante de la DPJ et le policier de l'UIJ doivent recevoir le consentement de l'URSTM avant de retirer un enfant pour 48 heures. Et si nécessaire, bien entendu, l'URSTM envoie un membre de son équipe sur place après l'intervention policière
pour évaluer la situation et voir s'il y a lieu ou non de retirer l'enfant de son milieu. Quatrième grand dossier majeur. Nous demandons un tribunal spécial. Tout retrait d'un enfant de sa famille biologique pour plus que 1 mois sera conditionnel à une décision prise par un jury de 12 personnes, majoritairement des parents. Les pères et mères et leurs enfants pourront exiger que le tribunal soit composé d'un juge et d'un jury de 12 personnes dans les cas suivants. Les cas d'adoption, pour le placement à majorité de l'enfant, l'institutionnalisation de l'enfant, par exemple, dans un centre jeunesse, dans un centre de réadaptation, le retrait de l'autorité parentale, l'interdiction de contact excédant 1 mois et le retrait de l'enfant de son milieu naturel, habituel, pour plus d'1 mois. Les causes devant jury seront administrées dans un esprit de psychojudiciarité et de collaboration. C'est-à-dire que les psychologues de l'URSTM, qui est l'organisme indépendant qui a étudié les signalements et qui a fait des recommandations, qui a proposé des services de première ligne aux parents et à la famille, le psychologue de l'URSTM, les psychologues auront un rôle d'établir le lien de confiance entre les avocats, le juge, la DPJ, les parents et les enfants. Les avocats devront collaborer dans ce nouveau mode psychojudiciaire qui est plus communautaire et plus humain. Lorsque le jury le demandera, l'URSTM pourra agir comme intermédiaire entre le jury et les pères et mères et l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, le psychologue de l'URSTM, à la demande du jury, pourra aller rencontrer l'enfant et ses parents pour rapporter l'information au jury à sa demande. Maintenant, selon le barreau du Québec, le rôle fondamental de l'avocat est de défendre bec et ongle son client. Le rôle d'un avocat, c'est de défendre son client. Selon nous, ce principe doit être soumis à l'intérêt de l'enfant dans les causes qui concernent l'enfant. Par conséquent, dans ce nouveau processus judiciaire, nous demandons l'assujettissement du principe fondamental de la profession d'avocat au réflexe psychojudiciaire. C'est-à-dire que le réflexe psychojudiciaire de travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant au lieu d'être en conflit avocat contre avocat, partie contre partie. Nous demandons également que le témoignage des experts indépendants et impartiaux de l'URSTM soit entendu à la demande de l'enfant ou de sa famille. 5e dossier. Nous demandons de baliser le rôle de l'avocat de l'enfant. Parce qu'on le sait, Mme Régine Laurent propose des avocats pour tous les enfants. Et en vérité, ça ne change pas grand-chose parce que c'est déjà le cas. OK? Déjà avec l'article 80 qui nous dit que quand un parent s'oppose à la DPJ, le tribunal, la Chambre de la jeunesse peut nommer un avocat pour l'enfant et les enfants sont pratiquement jamais entendus devant le tribunal. C'est des avocats qui sont payés par l'aide juridique qui représentent l'enfant et qui à un moment donné se lèvent debout pour dire « bon, on est d'accord avec la DPJ ». C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Maintenant, là, on enlève l'article 80 pour qu'il y ait automatiquement un avocat pour l'enfant. Donc, on demande de baliser le rôle de l'avocat de l'enfant. Par exemple, l'avocat doit rencontrer l'enfant au moins 45 minutes dans un environnement décontracté et rassurant. Nous savons qu'il y a des avocats qui prennent juste le téléphone, qui parlent 2-3 minutes avec l'enfant, c'est réglé. Deuxième chose, il faut que ce soit inscrit dans la loi, l'avocat ne doit pas tenter d'influencer
Parce que là, dans la version actuelle de la loi, c'est que l'avocat est le conseiller de l'enfant. Nous pensons que l'avocat ne doit pas influencer l'enfant. Et une dernière chose qui est un gros morceau pour les avocats qui n'aimeront pas ça, quand il s'agira d'une décision rendue par le tribunal spécial avec un jury, dans les décisions avec jury, pour les décisions qui sont les plus graves, qui sont les décisions de retirer l'enfant de sa famille, finalement, nous demandons que l'avocat filme ses rencontres avec l'enfant pour que le jury puisse les regarder dans le but de rendre la meilleure décision possible dans l'intérêt de l'enfant. Autrement, l'intégralité de ces renseignements vidéo, de ces enregistrements, est mis sous scellé et personne d'autre que le jury ne peut les consulter. Les parties ne pourront pas consulter cet enregistrement. On respecte dans une certaine manière le droit à la confidentialité. Toutefois, qui peut vérifier si personne ne voit l'enfant, si personne n'entend l'enfant? Qui peut vérifier que l'avocat n'a pas tenté de pencher du côté de la demande de la DPJ, par exemple? Et nous avons des cas où, manifestement, ça semble être la chose. Et plusieurs personnes nous ont dit des choses à ce niveau. Donc là, quand ce sera pour l'adoption, pour le placement en majorité ou pour enlever l'autorité parentale à un parent, bien, l'avocat qui va rencontrer l'enfant, parce que l'enfant, on ne le verra pas au tribunal, que ça soit enregistré et où on a tous les moyens technologiques pour le faire maintenant avec les caméras panoramiques sur les iPhones. Donc, les avocats sont capables de se payer un iPhone, là, j'imagine. Alors, qu'on enregistre et que cette vidéo-là soit transmise au greffier de la cour qui mettra ça sous scellé. Et si le jury n'est pas certain, le jury pourra visionner la rencontre de l'avocat même s'il est payé par le gouvernement. 6e dossier, sur la question des renseignements confidentiels. Nous demandons l'interdiction de divulguer des renseignements confidentiels sur un enfant ou ses parents sans avoir obtenu une attestation de l'avocat spécialisé en matière d'éthique à l'URSTM. Donc, je rappelle que l'URSTM est un organisme indépendant de la DPJ dont le mandat est d'aider la famille, de leur donner des services et de leur faire des recommandations. Et là-dedans, il y a un avocat spécialisé. Donc, ni la DPJ, ni aucun organisme qui voudra divulguer des renseignements sur l'enfant ou ses parents devra d'abord s'adresser à l'URSTM pour obtenir une autorisation officielle. Par contre, les renseignements confidentiels concernant sa santé et les soins dont l'enfant pourrait avoir besoin doivent être transmis aussi complètement que possible à ceux qui se voient confier un mandat d'en prendre soin de cet enfant. Parce qu'on le sait, il y a des cas de DPJ, ça a été dit devant la commission, il y a des gens qui reçoivent l'enfant et qui ne savent même pas que cet enfant-là doit prendre tel genre de médicament parce que la DPJ ne les a pas dit. Donc, il faut que les renseignements sur la santé et les besoins de santé de l'enfant soient divulgués à toute personne qui va en prendre charge. Troisième chose, si l'enfant est adopté ou placé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, et là on ne parle pas des placements temporaires d'1 mois, 2 mois, on parle à majorité, parce que là c'est ça qu'on veut faire, donner une famille pour la vie. Les nouveaux parents peuvent s'adresser à l'URSTM pour obtenir tous les renseignements confidentiels recueillis dans le cadre de l'application de cette loi concernant l'enfant et ses parents d'origine. Donc là, dans le but de donner, de mieux s'occuper de l'enfant, de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, parce qu'il s'en va à l'adoption ou en placement à majorité. Et ça aussi pour s'il s'en va dans la famille de proximité ou la famille culturelle, même chose. 7e dossier.
sur la question de l'obligation de signaler. Nous demandons que les avocats et les notaires soient eux aussi soumis à l'obligation de signaler les cas d'agression sexuelle et de sévices corporels. Présentement, dans la loi, tout le monde est obligé à ça, sauf les avocats et les notaires, parce que le barreau protège son droit à la confidentialité. Mais dans ce qu'on demande, on vient donner un grand coup de barre aux droits des avocats et des notaires. Mais nous croyons que ces deux groupes d'intérêts devraient aussi se soumettre à l'intérêt de l'enfant. Pas juste la famille biologique. Tout le monde. Tout le monde. Pas de passe-droit ni pour les avocats ni pour les notaires. Les directeurs d'école. Les directeurs d'école devront avertir 5 jours ouvrables à l'avance de l'intention de faire un signalement par tout employé du ministère de l'Éducation, sauf dans les cas urgents d'agression sexuelle ou de sévices corporels. Donc, la direction de l'école devra faire la preuve qu'elle a bien fait cette démarche-là auprès de l'URSTM. 8e dossier, sur la question de l'immunité des signalements. L'immunité des signalants, les personnes qui font les signalements, les signalants. Les autres, ils ont l'immunité depuis 1977, ça n'a jamais été retouché. Actuellement, une personne ne peut pas être poursuivie en justice parce qu'elle a fait un signalement. Donc, nous demandons d'ajouter à la loi que, en vertu du caractère exceptionnel de la présente loi, nul ne peut signaler, personne ne va pouvoir signaler une situation en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Et nous savons, c'est un secret de polichinelle, qu'il y a plein de monde qui font des signalements à la DPJ pour causer du tort à leurs voisins ou à leur ex-conjoint, ou peu importe, ça peut être même du monde qui travaille dans le milieu de l'éducation, qui sont tannés d'un tel parent ou d'un tel autre parent, ils signalent à la DPJ pour lui faire du trouble. Faut inscrire ça dans la loi. On est rendu à 120 000 signalements par année. Par conséquent, nous demandons l'introduction d'un nouveau droit civil de la famille de se protéger contre les signalements malveillants. Comme ceci. Lorsque le signalement n'a pas été retenu ou que le tribunal refuse la demande de la DPJ ou que la DPJ ferme le dossier et qu'en bout de ligne, les conclusions sont à l'effet que les allégations de mauvais traitement qui avaient été signalées ne sont pas fondées. Tout était mal fondé. Même si ça fait 2 ans que la DPJ est là, même si ça fait 5 ans, si à la fin, quand on ferme le dossier, on finit par dire non, il n'y avait pas de violence finalement, ben là, les parents et l'enfant pourront consulter l'intégralité du dossier de signalement et toutes les notes évolutives etc. qui sont liées à ce signalement-là. Ensuite, si la famille considère, l'enfant ou ses parents considèrent que le signalement était mensonger, qu'on a menti pour leur causer des torts, alors l'identité du signalant malveillant sera divulguée aux parents et à l'enfant pour qu'eux autres ils puissent engager des poursuites civiles pour réparer le préjudice qui leur a été causé. De la même manière qu'aujourd'hui, n'importe qui dit qu'il a eu des agressions sexuelles dans sa vie peut engager une poursuite civile contre la personne qui lui a causé préjudice. Les personnes qui causent du tort à des familles, que les familles puissent également se défendre et les poursuivre et demander réparation dans le futur. 9e grand dossier. Quant aux droits des enfants et des parents, nous demandons d'inclure
le droit d'être informé par écrit le plus tôt possible et d'obtenir les explications aussi complètement que possible sur les droits que leur donne cette loi. Nous demandons le droit de participer à l'élaboration d'un plan d'intervention, d'un plan de service spécialisé, d'un plan de service de première ligne ou d'un projet alternatif, que les enfants et les parents puissent participer à l'élaboration de ce plan-là. L'obligation de tous les intervenants sociaux qui vont intervenir dans la famille de transmettre les plans d'intervention et de projets alternatifs à l'enfant et à sa famille. Nous demandons le droit de l'enfant et ses parents de proposer d'autres mesures que celles choisies par la DPJ. Et ça, c'est un droit fondamental important qui n'a jamais été respecté. C'était écrit dans le projet de loi de 1974 que j'ai ici, que j'ai obtenu de la bibliothèque de l'Assemblée nationale et qui n'est pas publié à nulle part. Il y a peut-être juste moi qui l'ai entre les mains en ce moment. C'était déjà écrit dans l'ancien projet de loi que les parents puissent proposer d'autres mesures que celles choisies par la DPJ. S'ils les croient plus opportunes ou meilleures et plus appropriées à la situation, l'enfant et ses parents pourront alors demander les recommandations de l'URSTM et en discuter avec la DPJ. Peu importe la nature des mesures ou le stade de l'intervention à être révisée, parce qu'il y a des révisions à toutes les années ou à tous les 6 mois, ou s'il existe un fait nouveau nécessitant des changements majeurs. Les experts se contredisent souvent et les parents connaissent souvent beaucoup mieux les besoins de l'enfant. Alors ça, c'est les 9 grands dossiers. À part ça, il y a des petits changements mineurs qui sont proposés dans la loi. Je pense que j'espère avoir été suffisamment clair dans ces explications-là. Je pense que tout le monde est capable de comprendre ce que je viens d'expliquer. C'est aussi du gros bon sens. Bien entendu, les avocats ne voudront pas, etc., mais ça, c'est une autre paire de manches. Il faut, si on veut penser à l'intérêt de l'enfant, pensons à l'intérêt de l'enfant et à son bien-être et aux meilleurs moyens d'y arriver. Maintenant, nous allons continuer, madame, monsieur, à prendre vos commentaires, à lire vos commentaires et à étudier vos recommandations pour avancer dans notre rapport qui sera déposé à l'Assemblée nationale aussitôt que la commission parlementaire aura obtenu un mandat, ce qui n'est pas le cas présentement. Et comme je vous disais, d'après moi, ça va aller peut-être en février. Pour le moment, que pouvez-vous faire? Vous pouvez envoyer vos commentaires et vos recommandations. Premièrement, il est urgent de remplir les formulaires DPJ, notamment le formulaire numéro 2 pour tous les parents et les grands-parents, qui est disponible sur notre site internet lespapas.org/référendum. /formulaire. lespapas.org/formulaire. Vous allez trouver les formulaires 1 à 5, au moins le formulaire numéro 2. Remplissez-le pour qu'on puisse avoir des statistiques probantes à déposer à l'appui de ce qu'on demande. Parce que les changements que je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous propose sont des changements qui découlent de l'information qu'on reçoit et des besoins de la famille. Donc, remplissez, s'il vous plaît, les formulaires. Numéro 2. Ensuite, la chose très importante, c'est d'appuyer la démarche. Appuyez-nous dans notre démarche avec le bouton rouge. Je pense que j'ai même vu quelqu'un parler du bouton rouge tout à l'heure sur notre site Internet. lespapas.org/référendum, vous allez trouver le bouton rouge. Vous allez trouver toute l'information. Vous nous appuyez
Et avec les derniers dons qu'on vient d'avoir, on va transmettre l'information par courriel, les prochains changements. Alors, cela termine presque, la présentation de ce soir. Et pour terminer, nous allons souhaiter un joyeux temps des fêtes à M. François Legault, notre premier ministre, dans son luxueux condo de 3,2 millions de dollars qu'il vient d'acquérir. C'est un magnifique cadeau de Noël d'où il pourra observer la ville de Montréal du haut des airs ou presque, comme un roi riche et tout-puissant. Maintenant, je vais vous lire des extraits d'une lettre qui a été adressée à François Legault il y a 3 mois, aussi à Justin Trudeau, par un jeune homme qui, je crois, a 17 ans d'après l'information que j'ai eue, mais je vous dis ça sous toute réserve. Donc, sa lettre est intitulée « La triste histoire d'un mineur qui fuit le Canada à cause de la DPJ ». Un mineur qui fuit le Canada à cause de la DPJ. Je cite. « À cause de l'enfer de la DPJ, j'ai fui le Québec pour aller me réfugier au pays de mon père. » Mais je ne vous dirai pas quel pays par raison de confidentialité. Donc, il s'adresse à François Legault. « Pour fuir notre situation inhumaine, l'injustice, la terreur, l'oppression, le non-respect de nos droits, de notre religion et de notre culture que mes sœurs et moi, nous vivons depuis 2015 à cause de la DPJ, et ce, au Québec, un pays qui prétend prôner le respect de la loi, la défense des droits de la personne, de la justice, de l'égalité et de la protection des minorités visibles. La DPJ et la juge m'ont détruit sans aucune humanité et de la même façon, continuent à détruire la vie de mes sœurs. Maintenant que je suis parti, je me sens libre, en sécurité et sans aucune menace de représailles de la part de la DPJ. Je suis né à Montréal et j'ai la double nationalité. Je menais une belle vie avec mon père et mes sœurs. J'étais un enfant épanoui. J'avais des bonnes notes à l'école. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée de la DPJ. La tragédie a commencé en janvier 2015, quand mon père a demandé de l'aide à la DPJ, volontairement et de bonne foi, croyant que c'est un organisme qui vient en aide pour les parents et les enfants. Tout d'un coup, tout a basculé quand ma plus jeune sœur est née. Mes 3 sœurs ont toutes été placées en famille d'accueil et j'ai été retiré de chez mon père et placé dans un centre de la DPJ sans aucun motif. Comme si mon père est devenu un monstre du jour au lendemain. Comme si la DPJ attendait l'accouchement du nouveau bébé. Bref, tout un stratagème monté par la DPJ et la juge contre mon père. Pourquoi? Les faits vécus prouvent que le but de la DPJ est de nous déraciner de notre religion et culture. On m'a retiré de chez mon père parce que j'apprenais le Coran à la mosquée. On m'a interdit de parler arabe ou de religion durant les visites supervisées. On nous a interdit l'école islamique et les activités parascolaires islamiques.
on a permis aux familles d'accueil d'amener mes sœurs à l'église chrétienne. Je n'ai vu que des injustices et de la corruption dans le système judiciaire québécois. La juge est toujours du côté de la DPJ, même à tort. J'ai été privé de mon père pendant des années sans aucune raison. Je ne voyais mes sœurs qu'une heure par mois, supervisées par la DPJ. Mes sœurs ne voient leur mère qu'une heure supervisée aux 2 semaines sans aucune raison. Mes sœurs ne voient leur grand-mère paternelle qu'une heure supervisée par mois sans aucune raison. Mes sœurs n'ont ni vu ni parlé à leur père depuis 3 ans et demi. Ma plus jeune sœur, qui était le bébé naissant quand notre vie a basculé, elle ne me connaît pas. Elle ne connaît pas nos sœurs, ni mes parents non plus. À cause de la DPJ, notre famille est complètement démolie et éparpillée. Mon grand-père paternel est décédé en octobre 2020, mais on n'a pas pu le voir. Mon père est diabolisé, sans aucune preuve. J'ai lu la loi de la protection de la jeunesse. Elle est très simple à lire et à comprendre. Tous mes droits énumérés dans la loi de la protection de la jeunesse sont lésés. La DPJ a refusé de m'expliquer pourquoi elle intervient dans ma famille. J'ai été menacé d'être interné dans un centre DPJ si je parle ou si je vois mon père. La DPJ n'écoute jamais nos besoins. La DPJ nous a séparés de notre famille et nous terrorise en nous menaçant de nous interner dans un centre fermé. Après 6 ans de ce cauchemar, et devant toute cette injustice et ces préjudices causés par la juge et de la DPJ, j'ai décidé de fuir le Québec. Je vis enfin en paix. Je dénonce l'enlèvement et le placement non justifié et illégal de mes sœurs par la DPJ et la juge, au nom d'une protection mensongère. Je dénonce l'injustice et les mauvais traitements psychologiques que j'ai vécus et que mes sœurs vivent encore chaque jour à cause de la DPJ et de la juge. Je demande l'intervention du gouvernement canadien pour mettre fin à cette tragédie où mes jeunes sœurs sont incapables de se défendre et souffrent en silence. Je demande au gouvernement canadien de retourner mes sœurs à leurs parents pour qu'elles n'encourent aucun risque, puisqu'elles n'encourent aucun risque avec eux. Donc, c'est une lettre qui m'a été transmise par les courriers qu'on reçoit. Et c'est un jeune homme qui a quitté le Québec. Je comprends que c'est très... Bon, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ces situations-là. Et je rappelle ce que je disais encore il n'y a pas longtemps. L'autre semaine, j'ai reçu un appel à l'aide d'une famille marocaine qui voulait retourner dans son pays, la DPJ a défoncé la porte avec les policiers. Ils sont partis avec les 5 enfants. C'est pas le même cas, c'est un autre cas. Finalement, on a redonné les 5 enfants, mais dans le cas de cette famille-là, ça se peut pas, madame, monsieur, que tout le monde qui m'envoie des choses comme ça me mente.
Ça se peut pas que tous les parents à qui je parle depuis longtemps me mentent. Tous. C'est impossible. C'est impossible. Et, comme dans le cas de la famille marocaine, qu'on a défoncé la porte de chez eux et parti avec les 5 enfants, j'ai le dossier. Bon, je ne devrais pas l'avoir, mais je l'ai, le dossier. Il n'y a pas de motif sérieux dans ce dossier-là. Il n'y en a pas. Pas de motif sérieux pour défoncer les portes puis partir avec des enfants comme ça. Il n'y en a pas. Alors, il faut éclaircir la loi. Il faut ajuster la loi. Il faut que ce soit écrit dans la loi. Et c'est pour ça qu'on propose les 9 dossiers que je vous ai parlé tout à l'heure, plus d'autres choses également, pour travailler dans l'intérêt de l'enfant. Maintenant, s'il vous plaît, allez peser sur le bouton rouge et supporter la démarche. C'est pas compliqué. Allez peser sur le bouton rouge et supporter la démarche. Les parents qui ont vécu des histoires horribles, allez les raconter, remplissez le formulaire numéro 2. Alors, madame, monsieur, je vous souhaite un merveilleux Noël, un joyeux temps des fêtes, et nous allons revenir en 2022. Et je lève mon verre à votre santé, en espérant qu'on aura beaucoup de succès avec notre rapport et que le gouvernement du Québec, que l'Assemblée nationale nous entende en tant que parents biologiques du Québec. Madame, monsieur, à votre santé à tous, joyeux Noël, bon temps des fêtes. Merci beaucoup.